Alors d'abord, pour l'enfant, il y a beaucoup d'affirmations exactes. C'est-à-dire que l'enfant joue plus facilement avec les mots et avec le refoulé que l'adulte parce que son refoulement, ses méthodes, ses défenses ne sont pas encore en place. Elles ne sont pas encore en place et il joue donc avec les mots et avec des choses qui sont dans le processus primaire. C'est-à-dire un lieu où il n'y a pas de contradiction et où justement il y a un plaisir à dévoiler le sens qui est facile, qui est beaucoup plus compliqué chez l'adulte où là le plaisir du mot d'esprit est dû à la levée du refoulement et à l'économie du refoulement. Donc pour l'enfant, simplement, ce processus primaire est un petit peu à fleur de peau, si je puis dire, et il joue avec. Mais je ne suis pas sûr que l'adulte n'éprouve pas du plaisir à entendre ces mots d'esprit, même si c'est pas lui qui fait le travail en quelque sorte. Bon, le processus primaire, comme vous le savez, c'est l'inconscient et c'est l'endroit dans la première topique où il n'y a pas encore de censure. La première censure étant entre le préconscient et l'inconscient. Et la deuxième censure entre le préconscient et le conscient est elle aussi beaucoup plus lâche chez l'enfant. Et elle est aussi beaucoup plus facilement levable, et ce qui explique aussi une grande partie des mots d'esprit, parce que c'est quelque chose que l'enfant, encore une fois, ne contrôle pas et ne boucle pas encore. Voilà ce que je peux dire là-dessus. D'abord, il y a le problème des indications d'analyse. Alors, les indications d'analyse, c'est un terme médical, malheureusement, mais enfin, on n'a pas d'autre. Et en plus, c'est quelque chose qui correspond à une réalité. L'indication d'analyse est quelque chose de particulier. Hein, ce sont en général des gens qui ont essayé d'autres méthodes, qui n'en peuvent plus, et qui se livrent à l'analyse comme étant une bouée de secours, et souvent la seule bouée de secours avant un acte fatal comme le suicide par exemple. Et en plus ce sont des gens enfin des patients qui ont envie vraiment de changer quelque chose dans leur vie. Ce n'est pas des patients qui vous demandent simplement une amélioration pour un symptôme, c'est des gens qui ont envie de changer et ont envie de changer leur vie. Et troisième chose, c'est aussi des gens, des patients qui veulent faire une analyse, c'est des gens qui ont envie de comprendre ce qui leur arrive, et qui ont compris ou qui ont assez lu ou qui ont compris que c'était le seul moyen d'y arriver. Alors, déjà il y a ça, c'est-à-dire il y a ça qui va conforter l'entendeur que la personne en face de lui a besoin d'analyse. Ensuite, alors à partir de quand ça devient une analyse? Alors la question, il faudrait savoir si c'est pas à partir de quand il faut allonger le patient. Ça, c'est une question qui se pose. Parce qu'il y a des gens qui, en face à face, je pense aux psychotiques en particulier, peuvent faire une analyse et n'ont pas besoin, n'ont pas de transition entre un avant-analyse et un après. Ils sont déjà dedans en quelque sorte, et donc il s'agit de les écouter, de les aider, d'être un témoin, mais de ne pas forcément interpréter tout de suite en tout cas. Pour les patients névrosés, c'est différent, c'est-à-dire que en fait, on sent qu'ils ont besoin d'être allongés à partir du moment où souvent ils ne vous regardent pas,
l'impression qu'il fuit le regard. Mais ça, c'est des indications toutes médicales que je vous dis là. C'est pas très psychanalytique, mais ça correspond quand même à quelque chose de vrai. Et ce sont des patients qui se mettent à associer. Et c'est-à-dire qu'ils se mettent à passer d'une idée à l'autre sans se poser la question de savoir pourquoi ils vont dire ça après telle autre chose. Alors ça, on le voit plutôt en psychodrame. En psychodrame, quand on avait commencé pour un adulte ou un enfant, on a commencé par le psychodrame parce qu'il ne pouvait pas parler, par exemple, hein, on se rend compte qu'ils se mettent à associer au moment du choix des séances et ils ne cherchent plus vraiment à jouer, ils cherchent à parler. Et à ce moment-là, il faut savoir les envoyer en analyse et non pas continuer le psychodrame, ce qui serait vraiment une erreur. Alors je continue pour les patients névrosés ordinaires, si je puis dire. Ils se mettent à associer et vous avez le sentiment aussi, et eux aussi, qu'ils ne peuvent pas tout dire en face à face. Ils ne peuvent pas tout dire ça. Alors ils le montrent finalement par des signes cliniques, hein, c'est-à-dire le fait de fuir le regard par exemple, mais en même temps vous sentez que, quand vous leur en parlez, ils sont en général soulagés de penser qu'ils vont s'allonger et ils le font très facilement. Alors il fut un temps au début, enfin, il y a 20 ans, 30 ans, on disait il faut tant d'un entretien préliminaire avant d'allonger les gens, il faut ceci, il faut cela. Tout ça, on s'en est complètement débarrassé. C'est-à-dire que vous avez des gens qui peuvent très bien venir et parler pendant un an en face à face, et au bout d'un certain temps, avoir besoin de s'allonger. Vous en avez d'autres qui ont besoin, je dirais, dès la première ou dès la deuxième séance. Ça peut être extrêmement rapide. Donc il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle, mais c'est une question de tact clinique et finalement d'écoute. D'écoute de l'analyse qui comprend qu'il y a quelque chose derrière qui ne peut pas être dit et qui a besoin de l'analyse pour pouvoir se dire. Il faut dire que l'analyse, la position allongée, change complètement les choses et que j'ai des patients par exemple qui ont fait 10 ou 15 ans d'analyse et qui ont envie de continuer en face à face parce qu'à ce moment-là, ils s'adressent à vous. Alors qu'avant, vous avez l'impression qu'il n'y avait pas de barrière parce qu'ils pouvaient vous prendre pour leur grand-mère ou pour n'importe qui de leur constellation familiale. Et ils sont dans ils ressentent ça parfois comme un danger de trop de possible. Et finalement de ne pas être suffisamment dans la réalité. Enfin, ça, c'est des questions un peu subtiles. Là encore, on me demande finalement de comparer la médecine ou le sens clinique avec le sens psychanalytique. Alors, je dois dire que les choses sont mal posées parce que finalement, il n'y a pas d'urgence psychanalytique à partir du moment où la personne a une adresse, sait à qui s'adresser. C'est-à-dire à partir du moment où il y a la confiance. Non seulement la confiance, mais aussi le sentiment que le psychanalyste est disponible. Et à partir du moment où les choses sont engagées, je ne dis pas à partir du moment où il y a un transfert, mais à partir du moment où il y a la confiance déjà, qui est une sorte de pré-transfert, si vous voulez.
mais c'est pas seulement le transfert. Donc, ce qui est urgent, ça peut être effectivement urgent, mais à ce moment-là, c'est une urgence médicale. D'ailleurs, il y a beaucoup de psychanalystes, de plus en plus même, qui se... Enfin, c'est peut-être pas forcément une bonne chose, mais qui se cachent derrière un psychiatre, par exemple, pour dire oh, si ça va pas, vous allez voir. Il y en a qui mettent sur leur répondeur, par exemple, si vous avez un problème urgent, adressez-vous aux urgences de tel hôpital. Bon. Mais il y a quand même des choses urgentes en analyse, mais à ce moment-là, il faut. Ce qui est urgent, c'est d'avoir une adresse et d'avoir une personne en qui on a confiance. C'est ça qui est le plus urgent. Une fois qu'on l'a, on peut attendre. On peut attendre. En médecine, il y avait un adage célèbre et rigolo qui disait il n'y a pas d'urgence, il n'y a que des gens pressés. Bon, mais ça, c'est pas tout à fait vrai. Mais en psychanalyse, oui, il y a urgence, mais cette urgence n'existe plus quand il y a une confiance en une personne. Enfin, je vous donne des exemples, par exemple. Moi, je suis souvent, assez souvent absent, mais les patients savent qu'ils peuvent me joindre, et ils ne le font jamais. Alors même qu'ils ont mon numéro de portable et qu'ils savent toujours comment me joindre, et souvent, quand ça arrive, ce qui est rarissime, et quand ça arrive, il suffit qu'ils entendent que je suis toujours vivant. C'est-à-dire qu'il y a toujours le lien, existe toujours. Hein? Et c'est tout. Et c'est-à-dire qu'ils savent que un rendez-vous dans une semaine, un rendez-vous dans 15 jours, mais il y a un rendez-vous. Le principal dans les urgences, c'est d'avoir un rendez-vous et d'avoir confiance. À partir de ce moment-là, il n'y a plus d'urgence, on peut attendre. Alors ça, c'est des questions complexes. Mais c'est vrai que, par exemple, l'idéal paternel chez l'enfant, sur le nom du père, etc., c'est des choses qui fonctionnent difficilement quand cet idéal n'existe plus au niveau de la société. Alors c'est vrai que la société conforte ou non l'idéal personnel de chaque individu. Mais c'est vrai aussi que quand les sociétés changent, quand il y a une révolution, quand il y a un changement de cette nature, les repères des personnes vacillent. Hein, et en tout cas, souvent, les psychotiques vont très mal. Ça, c'est un signe qui est très très connu. Les psychotiques vont très mal et les névrosés vont beaucoup mieux. Parce qu'ils sont occupés par l'extérieur, ils sont sollicités, ils vont refaire le monde, ils n'ont pas besoin de souffrir des lois qui existent, puisqu'elles sont mises en cause. Par exemple, en mai 68, que j'ai bien connu en France, les psychotiques n'allaient pas bien du tout, et en plus les névrosés, enfin les psychotiques de structure avaient tendance à décompenser, parce que les névrosés étaient, eux, arrêtaient leur analyse, et d'une manière très dommageable d'ailleurs. C'est vraiment tout à fait... Bon, tout ça pour dire que c'est très difficile d'avoir un idéal solide quand la société n'a pas le même ou un des idéaux extrêmement différents. Par exemple, dans les milieux catholiques très pratiquants, il est vrai que le fait que la famille soit extrêmement bien structurée et extrêmement forte favorise les choses,
et se fabrique un idéal contre celui de la société, qui actuellement n'est pas le même que celui des valeurs dites chrétiennes, par exemple. Bon, enfin, on pourrait prendre d'autres exemples, ce n'est pas... Les idéaux sont extrêmement nombreux et variables, et ils sont quand même liés au complexe d'Oedipe, pour aller vite. C'est vraiment le résultat du complexe d'Oedipe. C'est à la fois la cause et le résultat du complexe d'Oedipe. L'idéal du moi chez Freud est une position ambiguë. C'est à la fois ce qui va provoquer le refoulement du complexe d'Oedipe, et c'est en même temps le résultat de l'identification au père une fois l'Oedipe terminé. Mais c'est très intéressant ces questions d'idéal. Alors je parle d'idéal du moi, par opposition bien sûr au moi idéal narcissique, qui lui n'est pas la même chose du tout, et qui entre sûrement en ligne de compte dans l'espèce d'hypomanie qui saisit les névrosés au moment des révolutions.